lorsque mourut Charles VII en juillet 1461, l'avenir s'enveloppa d'incertitudes. Bien des princes, inquiets du courroux du nouveau roi, n'osèrent se présenter aux obsèques du défunt. Philippe le Bon, de son côté, redoutait l'animosité des serviteurs de Charles VII à l'égard du parti de Bourgogne. Aussi la tension était-elle palpable lors du retour de Louis en France. Précautionneux, le duc Philippe, qui finançait le voyage vers Reims, mit ainsi sur pied une véritable expédition militaire, comparable aux Raumfahrt des empereurs du Saint-Empire, allant se faire couronner à Rome. Mais devant la passivité des seigneurs de France, Louis demanda à Philippe le Bon de congédier son armée. Appréhendant le sentiment qu'un tel déploiement de force produirait dans le royaume, il se contenta d'une escorte de 4000 gentilshommes. Le jour du sacre fut fixé au 15 août, jour de l'Assomption, en l'honneur de la Vierge Marie. Désireux de combler d'honneur son oncle, Louis le laissa organiser la cérémonie, qui promettait d'être somptueuse. Le 14 août, vers minuit, il gagna la cathédrale de Reims, où il écouta les matines, pria et médita jusqu'à 5 heures du matin. Quelques heures plus tard, une foule immense s'engouffrait dans la cathédrale en vue d'assister au sacre. Tout au long de la cérémonie, l'assistance put relever la profonde piété du souverain. Investi d'une mission divine en laquelle il ne doutait pas, Louis héritait du devoir sacré dont s'étaient acquittés ses aïeux. Saisi par l'émotion lorsqu'on lui présenta la Sainte Ampoule, Louis reçut l'onction sacerdotale avant de se parer des habits et des ornements royaux. Puis Philippe le Bon couronna son neveu avant de déclarer « Vive le roi, Montjoie Saint-Denis », repris en chœur par l'Assemblée. Une fois la cérémonie achevée, le duc de Bourgogne arma Louis XI chevalier, puis tous deux adoubèrent d'autres seigneurs. Un grand banquet fut ensuite dressé en l'honneur du nouveau roi de France. Si bon nombre de princes, en dépit de leur méfiance, s'étaient présentés au sacre de Louis XI, certaines absences furent néanmoins remarquées. La maison d'Anjou, le comte du Maine, le duc de Bretagne et le comte de Foix ne se déplacèrent pas jusqu'à Reims. Le 31 août 1461, Louis XI, porteur de grands espoirs, faisait son entrée solennelle dans Paris. Organisé par le duc de Bourgogne, l'événement prit les allures d'un triomphe. Mais pour qui ? Sous les acclamations du peuple venu des confins du royaume, un somptueux cortège, dominé par les princes bourguignons, arpenta les rues de la porte Saint-Denis à l'île de la Cité. Philippe le Bon, majestueux, afficha un faste et une opulence qui ravirent les spectateurs, mettant en valeur ses diamants, rubis et pierres précieuses qui ornaient aussi bien son chapeau que son costume de velours noir. Ainsi, n'apparaissant qu'au terme d'un défilé aux couleurs de la Bourgogne, Louis XI se présenta à cheval, vêtu d'un pourpoint de damas blanc frangé d'or et d'un chapeau noir, laissant transparaître un saisissant contraste entre la puissance de Philippe le Bon et la visible solitude de son protégé, aux allures bien plus modestes. Paris n'en demeura pas moins enthousiaste pour autant. Partout, des démonstrations en tout genre venaient célébrer la venue du nouveau souverain. Certaines, assez conventionnelles, prenaient la forme de théâtres improvisés, de mise en scène du baptême de Clovis ou d'extraits de la Passion. D'autres, plus saugrenus, représentaient des combats de sauvages ou personnifiaient les trois états, les nobles, clercs et bourgeois, naviguant dans une nef d'argent. Toutefois, l'attention des Parisiens s'arrêta sur un spectacle en particulier dans lequel trois bien belles filles faisaient personnage de sirènes toutes nues, et aux chroniqueurs contemplatifs de détailler avec force précision le galbe de leur poitrine qui, écrivait-il, était chose bien plaisante. Vers 18h, le cortège atteignit le parvis de Notre-Dame, où Louis XI fut froidement accueilli par les représentants de l'Université de Paris. Des docteurs de l'Église portèrent à sa connaissance un texte promouvant l'indépendance du clergé, dont le nouveau roi contesta un paragraphe. Mécontents, les clercs protestèrent, si bien que le roi leur ordonna de se taire avant d'entrer dans la cathédrale. Une fois la cérémonie terminée, Louis XI se rendit au palais de la Cité, où l'attendait un grand banquet, mêlant princes et bourgeois parisiens. Pendant les 3 semaines suivantes, le duc de Bourgogne et son fils Charles multiplièrent joutes et festins. L'ostentation bourguignonne battait ainsi son plein dans la capitale, cependant que Louis XI, agacé par ces festivités qui n'en finissaient plus, négligea ses apparitions publiques. De moins en moins présent aux célébrations, le nouveau roi, bougon, s'enveloppait d'une pauvre robe grise malsainte et mal façonnée qui révulsa la population. Louis, qui avait attendu si longtemps avant de ceindre la couronne, se languissait de mettre ses projets à exécution. Foisonnant d'idées novatrices pour son royaume, il s'impatientait du départ de Philippe le Bon.
Empressé, il donna néanmoins ses premières instructions. Le premier acte politique de Louis XI consista à mettre au pas l'administration royale héritée de son père. Révoquant avec hargne les dépositaires des principaux offices, dont le seul tort fut d'avoir loyalement servi son prédécesseur, le nouveau roi s'employa à soumettre les institutions majeures en les plaçant sous l'autorité de ses propres fidèles. Au XVe siècle, en effet, l'administration française relevait déjà d'une certaine complexité. Au sommet de cette pyramide institutionnelle qu'était l'État en formation, le roi concentrait certes de nombreux pouvoirs, mais ne gouvernait pas seul pour autant. En principe, le souverain s'appuyait sur le Conseil du roi, organe central du gouvernement. Ce conseil, dont la composition relevait exclusivement de la volonté royale, se réunissait 1 à 2 fois par semaine en vue de prendre les décisions les plus importantes. Charles VII, dans sa manière de gouverner, était parvenu à y associer les princes les plus fidèles et les plus valables du royaume. Capable de déléguer de larges prérogatives, le roi Charles avait ainsi établi un système par lequel la survie politique d'un homme fort désigné par lui reposait exclusivement sur ses bonnes grâces ainsi que sur les rapports de force inhérents au gouvernement. Louis XI, bien moins enclin à partager son pouvoir, usa du conseil royal tout autrement. Soupçonneux et habité par le souci du secret et de l'efficacité, Louis privilégia les conseils très restreints. Sous son règne, l'institution tendit ainsi à se subdiviser en 2 entités distinctes, l'une, politique et versatile dans sa composition, formant l'entourage direct du roi en Touraine, le Conseil, l'autre, administrative et en charge des affaires techniques, notamment judiciaires, sous la présidence du chancelier à Paris, le Grand Conseil. Selon la nature des dossiers, Louis XI faisait appel, au sein de conseils très informels, aux conseillers, responsables administratifs et praticiens compétents, des hommes d'affaires pour les questions économiques, en vue d'associer efficacement politique, technicité et professionnalisme. Aussi le roi vivait-il perpétuellement entouré d'officiers, équivalents des fonctionnaires actuels, de conseillers et d'ambassadeurs. De même, loin de gouverner à sa guise, le roi de France devait composer avec la 2e grande institution du royaume, qu'était le Parlement de Paris. Comprenant 88 membres, le Parlement était une cour d'appel compétente pour juger de toutes les affaires en dernier ressort. En complément de ses prérogatives judiciaires, le Parlement avait pour charge d'enregistrer les ordonnances et édits royaux selon qu'ils contrevinssent à une décision antérieure ou qu'ils portassent atteinte aux intérêts de la couronne. Par conséquent, d'abord érigée afin d'assurer la cohérence juridique de l'ordre monarchique, cette chambre s'apparentait de plus en plus à un contre-pouvoir capable de retarder, sinon d'empêcher, l'exécution des desiderata royaux. En parallèle, l'impôt permanent s'était progressivement institué dans le royaume. Une administration fiscale s'était développée en vue d'organiser le prélèvement, le convoyage et l'utilisation des recettes fiscales, sous le contrôle attentif des 31 membres de la Chambre des comptes chargés d'auditer et de rectifier les comptes de tous les officiers de finances royaux. Le contentieux, récurrent en matière fiscale, était quant à lui traité par la Cour des aides. Localement, l'autorité du roi s'imposait par le biais des baillis ou sénéchaux selon les régions, auprès desquels se structuraient des administrations locales composées de fermiers et de petits officiers chargés d'assurer la justice et la sécurité. Enfin, l'armée royale, devenue permanente sous le règne de Charles VII, s'imposa elle aussi comme une institution à part entière à contrôler absolument. La formidable purge à laquelle s'adonna Louis XI dès son avènement fut motivée par 3 sentiments. Premièrement, par un désir de vengeance à l'égard de son père et de ses partisans. Deuxièmement, par la nécessité de satisfaire ses plus fidèles soutiens en les promouvant aux postes clés. Troisièmement, par une volonté de contrôler directement cet appareil administratif mal maîtrisé. Négligeant le subtil équilibre qu'était parvenu à établir Charles VII au sein du Conseil du roi, Louis XI s'employa à le remodeler presque entièrement. L'affaire prit des allures de règlement de compte à l'égard des adversaires du dauphin Louis comme Pierre de Brézé, ou de ses anciens compagnons renégats comme Antoine de Chabannes, Jean de Beuil, Jean d'Aillon, Nicolas Herland, dont la plupart choisirent l'exil pour éviter l'incarcération. Les grands princes, associés au pouvoir du roi Charles, furent également congédiés sans ménagement. Le comte de Dunois, Orléans, fut ainsi démis de son office de grand chambellan, tandis que le duc de Bourbon perdait sa pension et son titre de gouverneur de Guyenne, soit le tiers de ses revenus. Au niveau administratif, Louis XI remplaça la plupart des principaux officiers de son père, y compris ceux que la coutume et la continuité de la monarchie avaient rendus inamovibles.
la chancellerie, l'administration fiscale, les compagnies d'ordonnance, le commandement de places fortes ainsi que les bailliages et sénéchaussées connurent de profondes mutations au profit des fidèles de Louis XI, d'ennemis de Charles VII ou, à minima, d'officiers méconnus. Présidents et procureurs des chambres eux-mêmes furent en proie aux destitutions, 4 au Parlement, 5 à 6 à la Chambre des comptes, et aux rétrogradations. Cette épuration sauvage qui devait mettre au pas l'administration royale ne fut pas sans répercussions. D'une part, elle perturba l'efficacité et la cohérence de l'appareil institutionnel, laquelle reposait sur l'expérience d'officiers aguerris, disposant d'une solide culture administrative, ainsi que d'une véritable maîtrise des dossiers et des procédures. D'autre part, cette réorganisation générale des fonctions administratives s'orchestra dans la plus parfaite des connivences. À l'initiative du roi, des marchands, autrefois dans l'ombre de Jacques Coeur, intégrèrent massivement les finances ordinaires, Louis XI ne cachant pas sa volonté d'intégrer les hommes d'affaires à son gouvernement. Les grands offices, les pensions, les bailliages et sénéchaussées les plus giboyeux furent ainsi octroyés aux favoris du roi, cumulant ainsi les titres et revenus y afférents. Âpres aux gains, certains d'entre eux, comme Montauban, s'empressèrent de vendre aux enchères les petits offices sous leur juridiction, comme les forestiers ou sergents, délaissant le souci de la compétence au profit de la corruption. Néanmoins, si ces excès nuisirent à une certaine continuité de l'État, Louis XI nomma aux offices des personnalités reconnues pour leur fidélité, mais aussi pour leur qualité. Certes, la plupart cumulèrent ouvertement les titres dans le but de percevoir de juteuses pensions. Toutefois, le roi, qui connaissait les atouts et les lacunes de son entourage, assignait à ces hommes des missions en phase avec leurs capacités. Extrêmement exigeant, Louis XI attendait de ses officiers qu'ils s'acquittassent de leur besogne avec brio, rapidité et efficacité. Jamais le roi de France n'eût toléré qu'un incompétent menaçât ses plans, ses actions ou son autorité. Une fois ces mesures prises, fin septembre 1461, Louis XI quitta Paris pour gagner la Loire. Toujours dans la perspective de défaire l'ouvrage de Charles VII, Louis XI décida d'abolir la pragmatique sanction le 27 novembre 1461. La rancœur ne fut cependant pas le seul moteur de ce changement. La pragmatique sanction, en effet, avait confié à l'Église de France et à son roi d'immenses prérogatives. Or Louis XI, qui méprisait fort les clercs et les prélats, considérait que l'ordre établi par son père accordait trop de liberté au clergé et aux universités. Sollicité par la papauté, qui répugnait à voir l'Église de France dispenser ses propres canons au sein de conciles indépendants de Rome, Louis XI s'employa dans un premier temps à complaire à Pie II. De plus, le nouveau roi de France, songeant à ses projets pour la péninsule italienne, désirait vivement entretenir de bonnes relations avec les États pontificaux. Néanmoins, si Louis XI s'employa à réduire l'influence de l'Église de France, jamais il n'envisagea de restreindre celle du roi. À l'extérieur, Louis utilisa la menace du rétablissement de la pragmatique sanction comme un levier permanent de sa diplomatie auprès du Saint-Siège. À l'intérieur, il convoita la maîtrise de la collation des bénéfices afin de poster ses fidèles aux fonctions importantes du clergé. À cette fin, le 24 mai 1463, Louis XI limita par décret la juridiction de la cour de Rome et assura au roi de France et à son parlement le contrôle des nominations aux évêchés ainsi qu'à tous les bénéfices importants de l'Église. Par ailleurs, en 1464, sans remettre formellement en cause le droit du pape à prélever l'impôt en France, Louis XI suspendit la fuite de l'or vers Rome en interdisant tout convoyage de fonds vers les États pontificaux. Autrement dit, en l'espace de 3 années, Louis XI parvint à abolir en droit la pragmatique sanction, mais maintint en fait toutes les dispositions confortant son propre pouvoir. L'ambition première du nouveau roi consista à former autour de lui un appareil de gouvernement au service de sa politique. S'employant à doter d'amples prérogatives quelques institutions bien précises et à y placer ses soutiens au sein du gouvernement, de l'administration, de l'Église et de ses bonnes villes, Louis XI s'évertua à accorder une large autonomie à un nombre restreint d'individus compétents, fidèles et responsables devant lui. Cette organisation, la plus simple et la plus efficace possible, lui permit d'établir la verticalité nécessaire à l'affirmation de sa souveraineté et à la réalisation de ses objectifs. Consciencieux, le roi Louis veillait constamment à vérifier par lui-même que ses ordres fussent bien appliqués. Il savait que l'information issue du terrain ne remontait pas mécaniquement jusqu'à ses oreilles. Aussi Louis XI n'hésitait-il pas à quitter son château et à questionner ses sujets, même les plus modestes,
ne serait-ce qu'en faisant halte à l'auberge du village lors de ses sorties de chasse ou en écoutant ce qui se disait dans les rues. Ayant pris l'habitude d'entretenir une intense activité épistolaire à Grenoble et à Genappe, Louis souhaitait également être informé par les corps municipaux, les capitaines, les ambassadeurs, les marchands et les espions, souvent déguisés en moines ou en mendiants. Parfois, il promettait une belle récompense au premier qui lui transmettrait une information attendue. Bien renseigné, le roi veillait également à toujours être bien compris. Durant le règne, on le vit réunir autour de lui conseils, états et autres assemblées afin d'exposer clairement ses desiderata et ainsi couper court à toutes mes interprétations de sa volonté. Se souciant de l'opinion publique, le roi s'assurait également que ses sujets fussent informés conformément à ses intérêts. Au besoin, prédicateurs à gages et autres chanteurs ambulants s'attelaient à terrifier la population au moyen de rumeurs et de médisances, afin que celle-ci consentît à payer l'impôt et à soutenir le roi de France. Par conséquent, le système établi par Louis XI, toujours en quête d'efficacité, reposait sur 3 piliers principaux, qu'étaient l'information, la responsabilité et la verticalité. Multipliant ses réseaux d'informateurs, Louis XI ne se rendait pas dépendant d'un entourage nécessairement complaisant. Bien averti, il pouvait délivrer les instructions les plus adaptées à une situation donnée, ou, faute de détails, déléguer la prise de décision aux hommes de terrain, responsables devant lui en cas de succès comme en cas d'échec. Parvenant ainsi à aligner l'intérêt de ses agents sur l'intérêt de la couronne, la figure royale affirma son autorité sur de larges pans de l'appareil d'État. S'appuyant sur la crainte qu'il inspirait, le roi Louis instaura un pouvoir certes très autoritaire, mais toujours soucieux de concorder avec la réalité du terrain et dont l'objet premier était la sauvegarde du royaume de France. Comme le fera noter Louis XI au crépuscule de sa vie en guise de testament politique, le prince doit songer à la condition de son peuple et se mêler à lui souvent, comme un bon jardinier cultive son jardin. Mu par un insatiable désir de vengeance, les premières décisions du roi Louis consistèrent très précisément à prendre le contre-pied de la politique de Charles VII. Le triomphe apparent du parti de Bourgogne lors de l'avènement, la reconfiguration profonde de l'administration, des offices, des pensions et du gouvernement, l'abolition de la pragmatique sanction, toutes ces premières mesures participèrent d'une volonté manifeste de détruire un ordre présumé hostile à l'endroit du nouveau souverain. De plus, la nature extrêmement méfiante de Louis XI l'incitait à s'assurer du contrôle étroit de l'appareil administratif, du gouvernement et du clergé. Son principal souci consistait à placer des hommes qui lui devaient tout, quitte à s'aliéner les plus puissants bénéficiaires du système antérieur. Or, en réalité, ces actions se fondaient sur une perception primitive de l'organisation étatique, qui niait la stabilité et la continuité de la monarchie. Il eût été plus adroit, en effet, de reprendre en main un système ayant fait ses preuves, plutôt que le bouleverser délibérément. Toutefois, Louis XI parvint progressivement à appliquer à la monarchie une organisation stricte et rigoureuse, concentrée autour d'un roi exigeant, mais capable de déléguer selon le principe de responsabilité. Ainsi, pour mauvaise conseillère qu'elle fût, la soif de domination du nouveau roi ne l'empêcha pas d'imaginer de grands projets pour la France et pour la couronne.